Bonjour, nous sommes le 31 mars 2022, jeudi 31 mars 2022, et j'aurai dans les jours qui suivent une grosse pensée pour une perte dans ma famille. Alors que déjà il y a un mois, bon, j'avais déjà perdu quelqu'un dans la famille, donc en un mois de temps, bon, deux membres de ma famille sont partis. Voilà, donc j'aurai une grosse pensée pour ces deux êtres très chers qui nous sont très chers. Voilà, et je le dis, et voilà. Bon, ceci étant dit, la météo, elle est pas si agréable que ça parce qu'en fait, ils ont prévu de la neige pour les jours qui vont suivre. Bon, et c'est un retour de manivelle de l'hiver, j'en sais pas plus. Mais en tout cas, la température est froide et bon, on s'attend peut-être à une tombée de neige. Bon, on prédit même 20 cm de neige. Bon, j'en sais pas plus, peut-être est-ce vrai, est-ce faux, j'en sais pas plus. Mais en tout cas, attendons, et peut-être que dans ma région, il n'y aura rien, peut-être qu'il y aura quelque chose. On, Je vais vous présenter ici une vidéo qui va concerner les unités de grandeur présentes dans la loi de Coulomb. Euh, dans la loi de Coulomb, qui est bien sûr basée sur une expérimentation. Donc vous savez très bien que Coulomb a trouvé le fil de torsion. Euh, voilà, c'est lui qui a trouvé le fil de torsion. Donc je peux vous dire que grâce à ça, il peut faire beaucoup de choses, beaucoup de nombreuses expériences. Et dont notamment une des expériences qui a permis de trouver voilà, la force de Coulomb. Quand on mettait en présence de charges ponctuelles, bien sûr, vous allez me dire la loi ressemble beaucoup aux forces de gravitation. Ben oui, simplement, bon, c'est de charges que l'on parle ici, non plus de masse. Alors, je rappelle comment il a fait pour établir cette formule, cette expérience qui va aboutir à la trouvaille de cette formule. Eh bien, comment a-t-il fait? Ben, il a fait l'expérience suivante. Bon, je vais la refaire, hein. Alors, la première des choses à savoir, c'est que bon, deux charges électriques peuvent se répulser ou s'attirer. Bon, maintenant, euh, on va mettre deux charges ponctuelles. On va suspendre. On peut mettre une potence, on peut suspendre les charges, voilà, à un plafond. Alors, supposons qu'ici je mette un plafond. C'est l'expérience de Coulomb qui a permis de faire ça. Bon, c'est pas moi qui l'ai fait ou qui l'ai inventé ou quoi qu'est-ce. C'est l'expérience de Coulomb. Voilà. Donc ici, il y a une charge neutre ici. Une charge neutre à une distance qui est R. Alors, on va charger soit avec du verre frotté par du drap. À ce moment, vous aurez des charges plus ici. Là, il n'est plus neutre, celui-là. Cette boule-là n'est plus neutre. Alors, de l'autre côté, on va frotter avec du drap. Ben, on aura des charges plus. Donc, la distance, c'est R, hein. On a une séparation des deux boules qui est une distance qui est R. Et quand on a ça, qu'est-ce qui se passe? Bon, je vous avais fait déjà une vidéo que on pouvait trouver la force électrostatique, électrostatique due à une force de répulsive ou attractive, peu importe, due aux charges, en fonction d'une déviation. Alors je vous rappelle que connaissant la déviation, alors bon, c'est pas ce qui est le plus compliqué pour Coulomb, parce que Coulomb justement a inventé le fil de torsion. Donc je peux vous dire que on peut connaître la force électrostatique connaissant le poids. Alors je vous rappelle la formule Fe égale P tangente alpha, où alpha est la déviation. Donc avec un fil de torsion, voilà le pendule et tout ce qui s'ensuit, ben, on sait trouver facilement. D'ailleurs j'ai fait un calcul là-dessus, hein, pour trouver la force électrostatique avec une boule de sureau. Là j'avais pris une potence, voilà, j'ai montré comment on pouvait avoir la force électrostatique en fonction d'une déviation alpha. Mais ici c'est un peu la même chose. Trouver les forces électrostatiques pour Coulomb n'était pas, je veux dire, chose assez compliquée pour Coulomb. Parce qu'il avait tout dans son environnement pour pouvoir faire le laboratoire et l'expérience et trouver
que valaient ces forces. Donc le problème ici n'était pas, je veux dire, comment trouver des forces, parce que c'était pas ça la difficulté. Alors, une fois que ceci étant fait, ben, il sait déterminer les déviations, le poids, il sait mesurer le poids avec précision, et il sait déterminer la déviation avec précision, et, et voilà. Donc, il sait tout trouver tout ça. Donc, à partir de là, ben, il regarde, euh, il change les distances, il va modifier les distances. Donc, R est une variable, bien sûr, hein. R étant une variable, et qu'est-ce qu'il va se rendre compte? Ben, il va se rendre compte que la force qu'on appelle la force de Coulomb, la force électrostatique, que vous avez ici, soit en répulsion, en attraction. Ici, j'ai fait un exemple en répulsion, ben, était proportionnelle à, au carré de, au carré de, à l'inverse du carré de la distance. Bon, donc en modifiant, en prenant toujours les mêmes charges, hein, mais en modifiant les distances, ben, il se rend compte que la force électrostatique est dépendante pour deux mêmes charges, enfin deux charges qui ne bougent pas, hein, il laisse comme invariant les charges, mais ça dépend du carré de la distance. Bon, ça, il a fait déjà une trouvaille. La seconde trouvaille, c'est qu'en modifiant les charges de droite ou de gauche, bien que la force, bien sûr ici il y a un vecteur U, parce que c'est une des notions vectorielles, si il modifiait l'une des charges, ben, il voyait que c'était directement proportionnel aux charges. Donc il pouvait écrire ceci, et donc il avait déjà ceci, et c'était toujours proportionnel, toujours proportionnel. Bon, alors là, il peut le faire soit dans l'air sec ou dans le vide, l'expérience, et s'il fait ça, ben, voilà, il a la formule de Coulomb qui est établie. Bon, le tout, c'est, comme je l'ai dit, je vais revenir sur les unités de grandeur présentes dans la loi de Coulomb. Alors la première des choses, euh, la force de Coulomb vaut, si vous voulez, 1 sur 4 pi epsilon 0 Q sur R carré. Alors, je vous rappelle le système MKSA, c'est en mètres kilogrammes seconde, ampères. Mais Q fois Q, ben, c'est des coulombs fois des coulombs. Donc ça fait des coulombs carrés. Q fois Q fait des coulombs carrés. Alors je recherche la constante K qui est ici. Hein, il suffit pour ça, bien sûr, je vais le faire ailleurs. Hein. Je vais vous montrer ici. Donc la force de Coulomb, Fc, est proportionnelle à quoi? À la charge Q qui est en Coulomb, la seconde charge qui est en Coulomb, sur une distance au carré qui est en mètres carrés. Bon, et la force, bien sûr, vous aurez compris, c'est des newtons. Donc je peux trouver le K. Le K, il vaudra des mètres carrés, newtons par coulomb carré. Voilà que vaut le K. C'est ce que j'ai indiqué ici. Donc le K vaut des newtons carrés. Alors maintenant, voilà, ça c'est le K. Maintenant, le 4 pi epsilon 0, il est au dénominateur. Donc je dois prendre l'inverse. Je prends l'inverse, ça fait des coulombs carrés, newton mètre carré. Et comme, bon, le 4 pi c'est un nombre, on s'en fout, on a en fait des coulombs carrés, newton mètre carré. Voilà, donc l'epsilon 0, on connaît ces unités. Alors je peux passer à d'autres unités. Comment? On sait bien donc que le courant, la quantité de charge électrique Q est égale à I fois T. Donc on sait bien que l'unité de charge électrique est le coulomb. Le symbole c'est C en coulomb. Le coulomb, je vous rappelle que c'est une unité énorme. C'est une très grande unité. Hein. Bon, généralement, on parle micro-coulomb, en nano-coulomb, etc. Alors, si vous voulez, si vous n'avez pas le cœur neutre, qui est une grande force, ben vous pouvez calculer. Hein. Vous calculez la charge de 1 coulomb euh, à 1 mètre de distance et calculer la force. Vous allez voir la force que vous aurez. Donc, à 1 mètre de distance avec 1 coulomb, vous allez voir. C'est 1 mètre. Hein. Bon, c'est quand même grand, 1 mètre. Voilà. Et vous mettez 1 coulomb. Vous allez voir la force que vous allez avoir. Et là, vous allez voir que c'est à cause que vous avez mis 1 coulomb. Et 1 coulomb, c'est énorme. Voilà. Alors, le coulomb est lié aux unités donc, fondamentales qui est le MKSA par la relation 1 coulomb. Ici, on a 1 coulomb est égal à 1 ampère fois 1 seconde. 1 coulomb
c'est 1 ampère fois 1 seconde. I, c'est l'ampère, c'est en ampère, c'est le courant, et T, c'est le temps. Donc Q est égal à I fois T. Bien sûr, on a la relation de la dynamique qui vaut F égale ma, qui est bien sûr le newton est égal des kilogrammes. Ça, c'est la masse inerte. Hein. Bon, vous avez la masse grave et la masse inerte. Ici, on parle en termes d'accélération, donc on a affaire à une masse inerte. Bon, une masse inerte, de toute façon, une masse grave, bon, quand on fait les comparaisons, c'est la même chose. Voilà. Donc, les newtons, c'est des kilogrammes par mètre par seconde carré. Et donc, sachant ces deux relations, donc Q est égal à I fois T, F égale à ma, ben, je vais remplacer ça là-dedans. Donc les coulombs carrés, ben, coulombs carrés, je vais le faire à part. Les coulombs carrés, epsilon 0, c'est des coulombs carrés newton mètre carré. Voilà. Ça, c'est epsilon 0. Alors, je viens de vous dire que ça, c'est la permittivité dans le vide, hein, epsilon 0. Voilà, c'est la permittivité dans le vide. Alors, les coulombs, je vous ai dit que c'est des ampères fois des secondes. Voilà, mais comme c'est au carré, ben, c'est dans des ampères carrés secondes carrés. Et les newtons par mètre carré, newton, c'est des kilogrammes, MA, mètre par seconde carré. Et donc, vous aurez des kilogrammes par seconde carré fois des mètres carrés. Voilà. Donc, ce qui est à dire que epsilon 0 peut aussi s'exprimer en tant que ampère carré seconde 4 fois des secondes 4 divisé par des kilogrammes fois des mètres carrés. Voilà. Donc, vous avez voilà, les unités, c'est soit vous pouvez prendre ceci, de epsilon 0, permittivité du vide. Donc il y a une unité. Hein. Dans la constante, il y a une unité. C'est ça que je veux dire. Ici, qu'est-ce que je suis en train de dire ben, c'est que la constante K elle possède une unité. Hein. D'ailleurs, c'est ça que je suis en train de voir. Voilà. La constante K possède ici une unité. Voilà. Et donc epsilon 0 possède une unité. Alors c'est aussi, l'epsilon 0 peut s'exprimer aussi en farad par mètre. En farad par mètre. Alors, je vais aller voir sur internet le epsilon 0, et puis je vais revenir un petit peu. Voilà, la permittivité du vide, ou permittivité diélectrique du vide, ou encore constante diélectrique, est une constante physique, elle est notée epsilon 0. Voilà, prononcée epsilon 0. Alors, vous voyez que ces équations de dimension, c'est m-1, l-3, t4, i carré, mètre, longueur, un temps et un courant. Alors, le mètre, c'est bien ce que je vous ai mis tout à l'heure. Hein. Le mètre, je sais pas ce qu'il est, c'est le dernier. Voilà. Donc, vous avez bien ici, bon, on va faire les équations de dimension. Le courant, c'est I carré, et l'on met en dernier. Nous allons placer le courant en dernier. Alors, on va mettre M, c'est la masse. La masse, elle est au dénominateur, c'est moins 1. La longueur, c'est moins 2, parce que c'est mètre carré, mais au dénominateur. Et bien sûr, le temps, c'est exposant 4. Donc vous avez du M-1, L-2, T4, I2. M-1, L, longueur 3, T4. Longueur 3. Ah ouais, je me suis trompé. Ouais, parce que ici,
Des mètres fois des mètres carrés, c'est des mètres cubes. Heureusement que j'ai été voir les équations de dimension. Des mètres fois des mètres carrés, c'est des mètres cubes. Donc, là, c'est des mètres cubes. Et donc, effectivement, c'est du ml, longueur ml3. Voilà, tout est bon. Attends, c'est revenu. C'est revenu à... Voilà, j'ai rétabli ce qui était bon, ce qui devait être mis. Alors, voyons voir. Ici, je vous ai dit que la permittivité électrique, epsilon 0, est une grandeur, une constante physique. Elle est notée epsilon 0. Voilà, c'est une grandeur physique. Alors, historiquement, la permittivité du vide epsilon 0 a été introduite en électrostatique dans la loi de Coulomb. Effectivement, c'est ce que je suis en train de voir. Alors que la constante magnétique mu0 a été introduite en magnétostatique dans le théorème d'Ampère. Bon, il y en a un qui concerne l'électrostatique et l'autre, voilà, la magnétostatique. Les champs électriques et champs. Électrostatique, c'est avec les champs électriques, et les magnétostatiques, c'est avec les champs d'induction B, voilà, qu'on appelle B. Alors que le champ électrostatique, c'est E. C'est le vecteur E, champ électrostatique. Pour les champs magnétostatiques, c'est le vecteur d'induction B. Dans le théorème d'Ampère, bon, les équations établies par Maxwell ont fait apparaître une vitesse de propagation des ondes électromagnétiques C est égale à 1 sur racine carrée de epsilon 0 fois mu 0. Alors, je vous rappelle, hein, epsilon 0, c'est la permittivité du vide en électrostatique. Et mu 0, c'est une perméabilité magnétique. Perméabilité magnétique dans le vide. Hein. Et si vous faites le produit de epsilon 0 fois mu 0 racine carrée, vous avez voilà, la vitesse de l'onde électromagnétique. La vitesse de propagation des ondes électromagnétiques vaut C est égal à racine carrée de... C est égal, la vitesse est égale à 1 sur racine carrée de epsilon 0 fois mu 0. Alors aujourd'hui, on inverse cette formule en postulant constante la vitesse C des ondes électromagnétiques, vitesse de la lumière. Dans les systèmes internationaux d'unité SI, on définit le mètre en imposant C est égal à... On définit le mètre C est égal à 299 000. Oui, on définit le mètre, l'unité, le mètre, en imposant la vitesse C égale à 299 792 299 792 458 mètres par seconde. Et c'est grâce à ça qu'on calcule le mètre. Le mètre est calculé grâce à cette valeur-là de la vitesse, en imposant le C là égal à cette valeur-là. Avant la nouvelle définition de l'ampère, en 2019, on imposait mu 0 est égal à 4 pi fois 10 exposant moins 7 kg mètre par ampère carré par seconde carré, avec la définition où c'est la valeur de la charge électrique qui est imposée. E est égal à 1,602 fois 1,602 176 634 fois 10 exposant moins 19 ampères seconde. Cette valeur d'imperméabilité magnétique du vide n'est plus donnée qu'avec une incertitude type relative de 1,5 fois 10 exposant moins 10. La constante diélectrique reste définie par epsilon 0 valant 1 sur mu 0 c carré, qui vaut environ 8,854 187 812 voilà, fois 10 exposant moins 12 ampères carré seconde 4 kg moins 1 mètre, par mètre cube, par kilo et par mètre cube. Voilà, donc ça c'est pour epsilon 0. Alors si on le met en farad par mètre, là on a une unité dérivée équivalente et usuelle et le farad par mètre, on approche aussi souvent epsilon 0 au millième près par 1 sur 36 pi fois 10 exposant moins 9 farad par mètre. Alors. Bon, bah ici, les unités, vous voyez qu'il y a différents types d'unités.
Voilà, on peut utiliser le farad par mètre. Coulomb carré, Newton mètre carré. Alors si vous devez calculer la force, voilà. Donc l'unité usuelle de epsilon 0, en général c'est le farad par mètre. L'unité la plus voilà, usuelle, c'est celui-là. Bon, je le verrai quand je verrai les condensateurs à ce moment-là. Alors maintenant, si je reviens sur l'unité ici, voilà, epsilon 0 vaut 36 pi, comme il est indiqué ici. Ouais, 1 sur 36 pi, c'est 36 pi. Hein. 1 sur 36 pi, c'est... Voilà. C'est 1 sur 36 pi, ben ça fait... voilà, 36 pi. Quand je l'inverse, si je devais inverser, moi j'ai écrit une écriture inversée. Hein. Voilà. Donc j'ai mis 1 sur 36 pi 10 moins 9. Voilà. Cette écriture-là n'est rien d'autre de celle que je viens de vous montrer. C'est 1 sur 36 pi fois 10 exposant moins 9. Bon, alors si je calcule 1 sur 36 pi, ça fait 1 divisé par 36, divisé par pi, ça fait 0,00884 fois 10 exposant moins 9. Il y a 2 zéros, je m'excuse. 0, 0. Alors ce qui fait aussi, c'est égal à 8,84 fois 10 moins alors on a 10 moins 6. Ça c'est 10 moins 10 moins 1, 10 moins 2, 10 moins 3, 10 moins 12. 8,84, 10 moins 12. Voilà, 10 moins 84, 10 moins 12. Voilà. Donc ici, c'est une approche. Hein. Donc 1 sur 4 pi epsilon 0 avec epsilon 0 qui vaut 36 pi sur 10 exposant 9. Voilà. Donc vous avez 36 pi sur 4 pi, ce qui fait 9 pi sur 10 exposant 9. Bon, ça c'est une approche, voilà, ça approché. Tout ça c'est approché. Hein.
s'approcher environ, voilà. Et donc la constante K, ben c'est la constante K, c'est 36 pi sur 4 pi, ce qui fait 9 fois 10 exposant 9. Donc la constante, il ne faut pas oublier que je fais 4 pi fois epsilon 0. 10 moins 9, c'est 1 sur 36 pi fois 10 exposant 9. Hein. Ouais, cette valeur-là, « 1 sur 36 pi, c'est 1 sur 36 pi, que voici, 1 sur 36 pi. Et le 10 moins 9, mais si je le mets au dénominateur, ça fait 10 exposant 9. Ouais, donc ça c'est bien, ce que je vous ai mis là, c'est bien le epsilon 0. Ceci c'est bien le epsilon 0. Donc si je fais maintenant, pour avoir la constante K, 36 pi, je vais le remonter tout au-dessus, parce que je fais une division par une division par une division, donc le 36 pi va remonter tout au-dessus, divisé par 4 pi, ça fait 9, donc ce qui fait 9 fois 10 exposant 9. Donc le K vaut 9 fois 10 exposant 9. Voilà, le K fait 9 fois 10 exposant 9. Donc ce qui fait 1 sur 4 pi fois, alors 36 pi c'est 1 sur 4 pi fois 1 sur 9. On a bien une simplification, il nous reste 9 fois 10 exposant 9. Une autre façon de voir les choses. Donc on a epsilon 0, le K vaut 9 fois 10 exposant 9. 9 fois 10 exposant 9. Voilà que vaut le K. Attention qu'ici c'est K. C'est K ici. Voilà, donc pas confondre le epsilon 0 et le K. Alors maintenant, ça si on est dans le vide, on utilise epsilon 0. Je vous rappelle qu'il y a une unité parce que je viens de le voir. Je viens de voir les unités. Maintenant, si vous êtes dans un milieu qui n'est pas le vide ou l'air sec, parce que l'air sec c'est un peu la même chose que le vide, c'est un peu la même chose qu'au niveau de la permittivité du vide ou la permittivité de l'air sec, c'est presque la même chose en valeur. Voilà. Alors on a la permittivité relative si on n'est pas dans l'air sec ou le vide, ben, il faut multiplier par la relativité, par la permittivité relative pour obtenir la permittivité absolue. Et donc vous aurez K qui vaut 1 sur 4 fois pi fois epsilon. Alors là, c'est la permittivité absolue, parce qu'on n'est plus dans le milieu du vide ni autre chose. Alors, epsilon r, il n'y a pas d'unité. Hein. La permittivité relative, il n'y a pas d'unité. Alors, je vous rappelle ici, E est égal à F sur Q, sachant que F est égal à 1 sur 4 pi epsilon 0, si, bon, bien sûr, si on est dans le vide, fois Q
fois grand Q fois Q sur R carré, fois U. Bon, si vous n'êtes pas dans le vide, vous mettez la permittivité absolue. Hein. Si on n'est pas dans le vide, vous faites ça. Et epsilon, vous le calculez avec la permittivité relative fois la permittivité dans le vide. Alors le champ il suffit de diviser le F par Q, donc par petit q, et vous allez avoir le champ qui est là. Alors, idem, si vous n'êtes pas dans le vide, vous allez avoir epsilon ici. Permittivité relative du milieu, considérée, qui n'est pas le vide. Maintenant, ici, je peux mettre une petite formule, parce que ici, je peux écrire que le champ, c'est 1 sur 4 pi epsilon 0, si on est dans le vide, bien sûr, divisé par R fois le vecteur unitaire U. Mais si je fais intervenir le rayon vecteur R, alors le U, c'est un vecteur unitaire, est égal à 1. Mais ce qui peut être égal à 1, c'est aussi le rayon, par rapport au rayon vecteur, je dois diviser par la norme de R. Or, la norme de R, c'est R. Donc, je peux remplacer le U par le rayon vecteur, mais il faut pour ça diviser par R. On aura le rayon vecteur divisé par R. Alors ici, je vous rappelle que c'est R carré. Et R carré fois R, c'est R cube. Donc, je peux exprimer par rapport au rayon vecteur, mais il faut diviser par R cube. Je peux diviser par R cube. Alors là, vous voyez là, les nouvelles formules, hein, elles apparaissent. Le F, bon, ici, je les prends en valeur absolue, Q, voilà, je les prends en valeur absolue. Et là, je prends en valeur absolue. Voilà, ça c'est la norme, hein, ici c'est la norme parce que j'ai pas mis de vecteur. Voilà, c'est 9 fois 10 exposant 9, grand Q fois Q sur R carré. Et le champ, c'est 9 fois 10 exposant 9, grand Q sur R carré. Et voilà, ici, si je conjecture par rapport à un nombre de champs, si on sait bien que le champ, c'est un ensemble de champs, enfin, un champ, si on a un ensemble de champs, ben, le champ total, c'est la somme des champs. Donc, je peux écrire la formule que voici. Une fois avec 1 sur 4 pi epsilon 0, je fais 9 fois 10 exposant 9. Voilà. Sachant qu'il y a n charges ici. Il y a n charges. Alors maintenant, vous allez me dire pourquoi cette forme-là, pourquoi l'écrire sous forme comme ceci. Mais ça c'est parce qu'en fait, il n'y a aucune justification physique à l'écriture, bien sûr, de la constante K, qui est 1 sur 4 pi epsilon 0. On va faire ça parce que c'est un pur choix. C'est un pur choix, parce que en plus de ça, il y a une symétrie sphérique qui est plus apparente de cette façon. Voilà, il y a une symétrie sphérique qui est voilà, plus apparente en regardant le 1 sur 4 pi epsilon 0. Et en plus, on peut se dire, en regardant le epsilon 0, qu'il y a des unités. Hein. Donc on peut se dire que c'est 1 sur 4 pi epsilon 0. Il faut tenir compte des unités de epsilon 0. C'est pour ça aussi. Bon, alors, dernière chose, ici, vous aurez pu charger, ici, comment va-t-on charger? Ici, on va charger, si vous mettez du plus, vous mettez avec un bâton de verre. Vous frottez un bâton de verre avec du drap. Sinon, si vous voulez du moins, vous mettez, vous frottez un bâton d'ébonite avec du, comment on appelle ça, de la peau de chat, et vous approchez, bien sûr, par contact
des boules. Et vous allez avoir ce qu'on appelle une électrisation par contact. Soit avec le bâton de verre ou le bâton des bonnettes chargé, préalablement chargé. Et ceci termine, je veux dire, voilà, les unités que l'on retrouve dans comment est-ce qu'on appelle ça, la formule de Coulomb qui fait intervenir tout ça. Il fait intervenir les charges, la permittivité du milieu, les charges, donc deux ou plusieurs charges, Ici c'est expliqué avec deux charges. Hein. Coulomb on explique avec deux charges, mais on sait bien que c'est des sommes vectorielles de charges. Enfin c'est les sommes vectorielles de forces électrostatiques si on devait avoir plusieurs forces. Voilà. Et si on devait avoir plusieurs champs, c'est encore une fois, comme les champs c'est vectoriel, on fait une somme vectorielle de champs. Mais en tout cas, vous voyez qu'ici, on va manipuler des charges, des distances, des charges, enfin des distances, c'est la distance entre charges. Et s'il y a plusieurs charges, je vous ai montré comment on faisait dans une vidéo. Comment avoir voilà, les forces totales et le champ total. Quand on a plusieurs forces, il faut tenir compte de chaque fois des distances, chaque fois des vecteurs de base, et chaque fois des charges en un point donné. Par rapport, bien sûr, tout ça par rapport à une origine. Et donc un repère fixé. Il y a toujours un repère, soit un repère en ligne, un repère en 2D ou un repère en 3D. Je vous remercie.